Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportives et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui me tenait à cœur et sur lequel je subis un petit peu actuellement sur ma prépa triathlon. Et comme je vous emmène sur ma prépa full Ironman sans se cacher, je me suis dit que ça serait pas mal de partager tout ça avec vous. Donc aujourd'hui on va discuter de la musique, l'impact de la musique sur la performance et les différents types de musique qui peuvent écouter et que vous pouvez écouter et qui peuvent vous aider dans votre pratique sportive. Tout ça, c'est parti d'un postulat de base parce que sur la prépa du 100 miles de Nice, donc énormément de bornes, énormément de temps passé en montagne, et j'avais mes écouteurs quasiment une sortie sur deux, voire toutes les sorties, soit écouter des podcasts, soit écouter de la musique. Pareil sur l'UTMB by Nice. Nice by UTMB, j'ai eu à un moment les écouteurs pour sortir de l'état un peu dépressif de la nuit et essayer de démarrer la journée au mieux et être concentré. Ça permet une vraie bulle de séparation. Vous avez tous les trailers pro qui utilisent la musique très régulièrement pour se concentrer, rester focus. Mais en triathlon et notamment sur Ironman, ils interdisent la musique. C'est impossible de faire l'épreuve avec de la musique. Pourtant, on part pour 8 à 16 heures d'effort, pour 8 heures pour les meilleurs, 16 heures pour ceux qui franchissent la barrière horaire, et 16 heures d'effort ou 15 heures, c'est long, c'est très long, il faut s'occuper. Alors hormis la partie natation où c'est compliqué de mettre en place, vu que c'est une vraie machine à laver, ça se comprend physiquement, je me suis dit ok, on va essayer de voir quels sont les intérêts pour Ironman de couper ça, pourquoi c'est autorisé en ultra trail et pas sur Ironman et sur triathlon. Et surtout, comment est-ce que vous pouvez utiliser, vous, la musique comme game changer dans votre pratique sportive? Quels sont les types de musique à écouter? Quand les écouter? Quand est-ce que moi, je les écoute? Et en quoi est-ce que c'est un allié? Voilà globalement là où je veux vous emmener. Et surtout, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la musique binaurale, alors il y a encore très peu d'études scientifiques là-dessus. Je vous en parlerai plus en détail dans une deuxième partie. Mais moi, c'est quelque chose que j'utilise extrêmement souvent pour être efficace, pour être concentré, pour être productif. C'est des types de sons qui sont très particuliers. Je vous invite à taper sur Internet quand vous rentrerez de votre sortie longue. Vous allez voir, il y a un monde entier qui va s'ouvrir à vous et ça peut vous aider là-dessus. Mais plongeons ensemble dans la science, la règle et la magie de la musique dans l'effort pour les sportifs, ce qui va vous permettre potentiellement de passer une meilleure prépa, parce qu'autant c'est interdit sur Ironman, autant dans la prépa, utilisez-le, ça permet vraiment de faire passer le temps, surtout sur vélo quand c'est très long. Mais laissez des espaces où vous n'avez pas de musique, vous êtes tout seul. C'est un peu comme vous entraîner en étant planqué dans un peloton toute votre prépa, et le jour du triathlon, vous découvrez que vous n'avez pas le droit au drafting, et vous découvrez une nouvelle pratique de vélo et ça vous fait pas plaisir. C'est à peu près pareil. Sur un Ironman, il y a 180 km de vélo, tu pars pour 5 à 7 heures. Potentiellement un peu moins, un peu plus, on n'est pas là pour chipoter, mais c'est très long, il faut être ok avec passer autant de temps avec toi-même. La natation et la course à pied, c'est un peu différent. Natation, on vient de l'aborder. La course à pied, il y a du monde quasiment tout du long. Enfin, en tout cas, pour Nice et pour les Sables d'Olonne, c'est des boucles qui sont relativement courtes. Il y a énormément de monde tout du long, sur tout le Remblai ou sur toute la promenade des Anglais. Donc, c'est facile de rester motivé. On croise sa famille 4, 5, 6, 7 fois. Et ça, c'est assez cool. Mais penchons-nous sur la musique et la performance sportive, un booster naturel. Ça, c'est avéré. Il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus. La musique a plusieurs impacts sur notre corps, sur notre cerveau, sur notre manière d'être et de réagir à l'entraînement. Moi, je me fais très souvent des séances natation. J'adore avoir les shocks, les aftershocks waterproof dans l'eau parce que il y a un son qui est absolument incroyable et je m'envoie de l'énorme dubstep avec des grosses basses dans les oreilles pendant toute ma séance natation
Et crois-moi, tu mets du rythme et de la fréquence et ça permet de rester motivé sur toute ta séance. Tu sors, t'as un peu mal au crâne, mais au moins t'es concentré et t'es dedans. Au niveau des différents impacts psychologiques et physiologiques, je me suis basé sur 2 études scientifiques. Je vous les mettrai en description pour ceux qui veulent pousser le sujet encore plus loin et ouvrir la discussion. Il y a l'étude scientifique du docteur Kostas Karageorgis. Je sais pas trop comment le prononcer, désolé pour ça. C'est un spécialiste en psychologie du sport et il a démontré que la musique pouvait améliorer la performance de 15% sur les sports d'endurance. Et il y a une deuxième étude de 2012 qui a prouvé que les cyclistes pédalaient plus longtemps avec de la musique entraînante. Donc dans le même sens que sur des épreuves d'endurance, la musique aidait notre cerveau à rester concentré et focus dessus. Au niveau des différents impacts de la musique, alors vous en avez, j'en ai dénombré 4 globalement pour les principaux. Vous en avez évidemment plein d'autres, hormis le fait que ça fait plaisir d'écouter son artiste préféré. Ça déjà, ça met en joie et en bonne humeur. Je sais pas vous, moi quand il y a un nouvel album d'un artiste que je kiffe, je le ponce là dernièrement. Alors je sais pas quand t'écoutes le podcast, mais là il y a une semaine, il y a Ben Mazué qui a sorti l'album Famille. Il est en boucle hein, globalement. Dès que je sors, je le ponce assez fort et ça me fait plaisir. Après il y a un moment où je sature et il faut que je retourne sur d'autres musiques. Mais voilà, je kiffe ce genre de trucs et j'aime bien j'ai des goûts musicaux qui sont assez variés. Je vous ai parlé de dubstep et de Ben Mazué. Déjà, c'est assez éloigné. Quand je bosse, j'aime bien être avec du classique, du jazz ou des sons binauraux. Et quand je conduis, je kiffe le rap français, que du gros rap français. Ça n'a aucun sens et pour autant, je kiffe tout ça. C'est un grand écart musical et faut suivre là-dessus. Mais moi j'aime bien, je trouve qu'il y a une grande diversité, on a un champ artistique qui est proposé qui est hyper riche et hyper intéressant et je trouve ça dommage de s'en priver et d'écouter qu'un seul style de musique et de rester là-dedans. Après il y a des styles avec lesquels j'ai plus de mal, style le hard rock avec les cris, et j'ai beaucoup de mal avec le scream. Je ne comprends pas trop et je suis pas sensible à ce type artistique-là, donc je le mets pas. Mais sur une notion de performance, ça peut être intéressant de vous foutre du hard rock dans les oreilles, ça peut être très cool aussi. Au niveau des 4 points, du coup, vous avez un élément qui est le dopage mental, on va appeler ça comme ça. C'est légal en ultra trail, ça l'est pas en triathlon. C'est un petit peu comme la bœuf qui est légale dans certains pays et qui n'est pas légale dans d'autres. C'est exactement la même chose. Pour un sport, ça l'est. Pour l'autre, ça ne l'est pas. Est-ce qu'il faudrait ouvrir le débat? Est-ce qu'il faudrait rendre la musique viable sur Ironman? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faudrait mettre de la musique pour tout le monde sur Ironman, quitte à augmenter les perfs de 15% d'endurance pour tout le monde. Mais ça permet pour les amateurs qui cherchent juste à s'amuser, à passer un bon dimanche, de faire passer le temps. Et en fait, la musique réduit la perception de la douleur et de la fatigue. Ça agit un petit peu en fait comme un élément où votre cerveau va se focus sur quelque chose d'extérieur et vous allez un peu moins vous écouter et un peu moins prendre en compte les petits signaux de douleur ou de fatigue nerveuse qui peut y avoir. Alors attention, si vous avez mal, vous avez mal. À un moment, tu t'exploses en vélo, c'est pas parce que tu as de la bonne musique dans les oreilles que tu vas être en mode hey, je sens pas mon tibia dehors. C'est bon. Évidemment que non. Mais si tu commences à avoir les jambes un peu lourdes, en étant dans un bon morceau, vous avez déjà dû le sentir à l'entraînement. Quand vous allez courir le dimanche, vous mettez un bon morceau et tout de suite, vous allez avoir l'impression d'être mieux dans votre course. Vous allez synchroniser pour peu que vous ayez des playlists de 180 BPM. Vous allez tout de suite vous mettre sur le rythme de la foulée. Votre souffle va se caler dessus. Et donc, tout votre corps va s'aligner sur le morceau que vous êtes en train d'écouter. C'est justement le deuxième point. Le rythme influence la cadence du mouvement. Donc, on se cale naturellement dessus. C'est un peu comme l'effet miroir en communication où vous allez vous baser. Si quelqu'un est très fermé devant vous, vous allez être très fermé. Si quelqu'un est agressif, vous allez devenir agressif. Si quelqu'un est sympa, vous avez tendance à être sympa naturellement. Et c'est à peu près pareil avec la musique. Si vous écoutez une musique à 180 pulls, vous allez avoir envie de tout défoncer, tout dégommer. Si vous écoutez quelque chose de très calme, très doux, très smooth, vous allez plutôt avoir envie de vous reposer, de faire du yoga, de la détente, de la méditation. Et c'est pour ça que toutes les musiques ne sont pas bonnes. Mais ça, vous vous en doutiez, vous n'avez pas écouté ce podcast pour ça. Vous doutiez bien que vous n'allez pas mettre du Ben Mazué pour vous fracasser la tête sur un fractionné. C'est pas forcément le mieux dessus.
Troisième effet recensé, vous avez un effet sur la libération de la dopamine et de l'endorphine. Du coup, vous réduisez l'effort perçu. Donc ça, c'est des éléments en ultra qu'on aime bien à stimuler. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de l'ultra un peu à l'image d'une drogue où on va augmenter la dose à chaque fois et du coup, on augmente les durées, les temps, les distances parce qu'il faut qu'on retrouve cet état de bien-être procuré par la dopamine et les endorphines. Et du coup, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va dans le même sens que pour le dopage mental. Ça réduit l'effort perçu, c'est des inhibiteurs de douleur. Et du coup, ça vous permet de repousser un petit peu plus loin. Alors attention, on est toujours toute proportion gardée. On n'est pas en train de vous dire que parce que vous écoutez de la musique, vous allez tout passer d'1 heure au 10K à 30 minutes. C'est pas le propos, mais peut-être que pour passer la barre des 40 minutes, écouter un énorme morceau à 180 BPM, ça peut vous aider à faire l'effort supplémentaire et à oublier un petit peu la douleur dessus. Dernier point dessus, l'influence sur le focus et la concentration. Ça, moi, je l'ai remarqué énormément en ultra trail. Quand vous avez tendance, quand ça fait 1 ou 2 nuits blanches, je vous en parlais sur l'UTMB de Nice, quand tu es à la 2e nuit blanche, que tu es crevé, que tu t'arrives plus à mettre un pied devant l'autre et que éviter les cailloux devient très compliqué et que le réflexe n'est plus tout à fait là, s'enfermer dans une musique et se mettre dans une musique assez cool, et là, il n'y a pas vraiment de règle, c'est ce qui vous fait du bien. Ça peut vous permettre de rester concentré et focus sur juste vos pas parce que tout le reste est concentré sur la musique et du coup, vous allez aligner votre concentration et votre mantra avec vos pieds et vous allez vous mettre dans une espèce de tunnel où vous n'allez plus penser à vos pieds. Le risque, c'est d'oublier de manger, de rater une rubalise et de rater le terrain, mais ça, c'est pour de l'ultra trail et c'est entre guillemets pour ces 4 points-là que le triathlon l'interdit. Mais c'est pas les raisons principales. Les raisons principales, vous me direz ce que vous en pensez. Le but est que ce soit une discussion ouverte, mais quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit qu'est-ce que ça peut être. La raison flagrante qui m'a sauté aux yeux, c'est la sécurité. En natation, tous les éléments, on le sait, ça se coud dans tous les sens. Tous les éléments qu'on a sur nous peuvent devenir des dangers. Pour ceux qui ont déjà mangé un coup de talon dans les lunettes de natation, ça fait très très mal et ça peut vous faire un gros œil au beurre noir, voire ça peut interrompre votre épreuve et vous faire DNS, d'où notre finish, parce que vous avez juste trop mal à l'œil. En vélo, l'objectif, alors là, c'est mitigé, mais l'objectif, c'est d'être aware, de rester vigilant sur le trafic, les arbitres, les autres concurrents. C'est du vélo, on peut aller vite. Quand on va à 35-40 km/h, on n'a qu'un casque, on est en trifonction. Une chute, ça peut faire très mal. Donc l'idée des organisateurs, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec des boulets qui se sont blessés. Donc ils essayent de réduire les risques, très globalement. Maintenant, pour le trafic et pour entendre les autres concurrents, le trafic, quand tu es sur le label Ironman, toutes les routes sont fermées quasiment à 100%, où les doubles sens deviennent sens unique. Du coup, potentiellement, le trafic, il n'y a pas trop à faire gaffe dessus. Ça c'est valable que pour les Ironman. Les triathlons régionaux, tu as les routes qui sont encore ouvertes à la circulation, ce qui est effectivement extrêmement dangereux. Mais ils peuvent pas avoir l'emprise sur voirie de partout parce que ça coûte vraiment beaucoup trop cher et qu'on veut pas payer des labels Ironman à chaque fois. Mais pour entendre les arbitres et le trafic, vous avez les systèmes Shox avec les oreilles ouvertes qui existent. Je le précise, zéro sponsor, hein, c'est vraiment juste que je l'utilise et que c'est cohérent dans cet épisode-là. Mais du coup, on peut quand même entendre les arbitres, entendre les concurrents, et quand on veut, c'est nous qui choisissons de switcher si on écoute la musique ou si on est concentré sur ce qui se passe autour. Et du coup, moi, j'utilise tout le temps en vélo et c'est trop bien parce que quand tu arrives sur un rond-point, tu fais gaffe aux voitures. Quand tu es sur une départementale, tu entends quand même les voitures ou les camions arriver et pour autant, tu as quand même ta musique 99% du temps. Donc celle-là, je la trouve un peu limite, mais c'est mon point de vue. Je vous donne les éléments et mon point de vue, évidemment, vous avez le droit de pas être d'accord. C'est le principe d'un débat en commentaire. Si ça reste bienveillant, le débat, c'est pas gros con, t'as tort. Ça, on évite. Ce serait agréable et gentil derrière. Et après, en course à pied, pareil, ce serait pour éviter une urgence ou pour pas entendre les consignes du staff, etc. Mais globalement, je pense que c'est plus pour un système d'équité, parce que maintenant, la raison de sécurité, oui, j'ai du mal à y croire, mais c'est la première qui m'est venue en tête. La deuxième, c'est effectivement pour l'équité, c'est que tout le monde, si on autorise
la musique, tout le monde n'aura pas la musique. Et du coup, ça crée, comme on vient de le voir, il y a 15% de performance sur l'endurance qui est impactée par la musique. Ceux qui ont de la musique sont naturellement boostés par rapport à ceux qui n'ont pas de musique dans les oreilles. Et c'est ok que tout le monde ait pas de musique. C'est comme en ultra trail, tout le monde n'a. C'est pas parce que c'est autorisé que tout le monde en a. Tout le monde n'a pas forcément les moyens. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir de la musique à chaque fois. Et pareil, là, la question se pose après au niveau des pros. Il faudrait que tous les pros en aient ou que tous les pros n'en aient pas. Parce que sinon, tu crées un système déloyal et 15% pour un pro, c'est énorme. C'est colossal. Quand tu prends leur chrono, ça se joue à entre 3 et 5% généralement. Donc 15%, t'exploses la course et c'est vraiment du dopage naturel beaucoup trop puissant. Donc c'est soit on l'autorise pour tout le monde, soit on l'autorise pour personne. Et c'est pareil pour les amateurs, ça crée des disparités du coup qui seraient un petit peu trop grandes. Et le dernier élément que j'aime bien, mais ça va plutôt mettre un tir sur le trail et l'ultra trail. C'est que de base, on fait ces épreuves-là un peu comme un bras de fer mental. Le but, c'est de s'affronter nous-mêmes dans un bras de fer et d'affronter son effort physique de manière assez pure, entre guillemets, sans aucun artifice, et de se mettre dans le rouge et juste, c'est toi contre toi-même. C'est pas toi contre toi-même avec Shakira. Ça marche pas. Il faut pas que Shakira vienne t'aider. C'est pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment cette idée-là de faut que ce soit toi contre toi-même, basta, c'est que ça le sport. Et c'est pour ça que tout ce qui va autour, on s'en fout entre guillemets, les chronos, la perf elle est personnelle. La performance, c'est à partir du moment où toi t'as donné le meilleur de ce que tu avais à donner, c'est une performance. Après, vous avez des performances athlétiques reconnues chez les pros, mais là c'est des pros, c'est leur boulot, ils font que ça. On va pas demander à un chauffeur de poids lourd de lancer le javelot aussi loin qu'un lanceur de javelot, comme on va pas demander au lanceur de javelot de conduire le poids lourd. C'est très logique et heureusement que c'est pas le lanceur de javelot qui vient vous faire votre prise de sang ou qui va venir vous piquer quand vous êtes à l'hôpital. Je préfère, moi ça me rassure personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on reste dans la masse et dans les gens normaux, je trouve ça bien de garder cet état d'esprit de soi contre soi-même. On est déjà dans une société de surconsommation avec du marketing de partout. On essaye un petit peu, on est dans une espèce de fuite vers l'avant constante, et rajouter de la musique, c'est un peu dénaturer cet effort-là. Pour autant, on le fait tout le temps parce que c'est déjà assez dur à faire. Donc il y a un entre-deux qui est compliqué, qui est un peu relou à trouver, où il faudrait que ce soit accepté, mais pondéré, pas tout le temps. Voilà, je viens pas avec des réponses, hein, forcément. C'est juste que le sujet, je le trouvais complet et complexe. Et justement, ça m'a frappé, venant de l'Ultra Trail et allant sur Full Ironman, ça m'a frappé de me dire, il va falloir que je me prépare à pas avoir de musique. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go, je dois pas être le seul à qui ça pose question ou pour qui c'est un problème dans sa pratique ou le jour de l'Ironman. Et du coup, voilà, je voulais juste soulever un peu les plus, les moins, les avantages, les effets que ça peut avoir, etc. Mais n'hésitez pas, vraiment l'espace discussion et commentaires est ouvert, même entre vous, pour débattre, et tant que ça reste vraiment poli, j'insiste là-dessus parce que on a tendance derrière son écran à se sentir pousser des ailes. Restez sympathique, s'il vous plaît, on modère ses propos. Pour la suite, évidemment que je vais pas m'arrêter là. On a vu les éléments de pourquoi est-ce que c'était potentiellement interdit sur triathlon, ce que j'en pensais. On a vu quels impacts ça avait sur votre pratique sportive, mais quelle musique et quel style de musique choisir en fonction de quel moment de la journée et de quelle pratique sportive. Globalement, c'est pareil. On va rester assez simple. Vous avez 3 styles de musique. Vous avez la musique rythmée, la musique calme et la musique que j'ai appelée la musique à BPM. Voilà, j'ai fait 3 catégories. C'est assez simple. On va pas se mentir, je suis pas musicos, je n'ai pas cette prétention-là. Donc je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, je connais même pas toutes les sous-parties de musique. Mais globalement, de ce que j'ai pu déterminer dans les styles de musique rythmée, on retrouve le rock, l'électro, le hip-hop, le métal, et il y aurait un boost d'adrénaline et d'explosivité. Ce serait pas mal à utiliser sur des séances de seuil, de fractionné, des trucs où vous voulez vous mettre un peu carpette, où vous voulez aller chercher. Ça aide à se mettre dessus, et c'est pareil, je rejoins l'importance du BPM. C'est souvent des morceaux assez rythmés, et du coup vous allez naturellement caler votre fréquence dessus, mais ça on l'a
déjà vu. En exemple, de ce que j'écoute, évidemment, j'ai pris les exemples de ce que moi j'écoute. On retrouve AC/DC, Eminem, David Guetta, voilà, ou Ben Mazué, évidemment, pour faire le grand écart. C'est ce que j'utilise sur les fracs. J'avoue, j'ai du Timmy Trompette dans les oreilles assez régulièrement. Je trouve ça merveilleux, ça ou les groupes d'électro en ce moment qui reprennent genre les choristes. Ah, moi ça me régale, ça me booste de zinzin. Et sur une pratique sportive, je trouve que c'est banger là-dessus. Voilà pour les petits les styles. Et au niveau des musiques calmes, on retrouve évidemment, comme je vous le disais, le jazz, des musiques d'ambiance que vous allez avoir et les sons binauraux. Mais là, je vais vous faire un paragraphe dessus parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est énormément utilisé évidemment aux US, c'est très peu communiqué en France. On est comme souvent à la bourre là-dessus, mais pourtant après ça manque pareil d'études et d'étoffage, donc je pondérerais de fou les propos là-dessus. Mais pour l'avoir testé, moi j'y suis assez sensible et ça marche assez bien, donc je laisserai cette partie-là pour la musique douce, mais ça rentre plutôt dans la musique calme, même si c'est un panel un peu plus large que juste de la musique calme, mais on y reviendra dans quelques instants. Vous avez du coup dans cette musique calme, pour ne pas les citer, je les cite quand même derrière, Hans Zimmer, Ludovico, Einaudi, là on est dans ce que moi j'écoute, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter ça. Mais c'est vrai que pour se détendre, et j'aime beaucoup les playlists de son nature pour faire de la méditation, de la relaxation, du yoga. Je les fais souvent sur les playlists nature avec des petits oiseaux et des bruits blancs de l'eau. J'aime le bruit blanc de l'eau. Ceux qu'on la rêve, vraiment, je vous aime d'amour fort. C'est évidemment OSS 117. J'ai spoil la ref. Si vous l'avez eu après que je l'ai dit, ça ne compte pas. On est d'accord là-dessus. Ça, on ne joue pas avec les références cinématographiques, s'il vous plaît. Globalement, on va retrouver, et ça c'est plus intéressant, pour la course à pied, des fréquences de musique entre 160 et 180 BPM, qui est le rythme optimal pour avoir une fréquence de pas optimale et un rythme cardiaque optimal calé dessus. Mais pour le vélo, c'est pas tout à fait pareil. Il vaut mieux avoir des musiques à 120, 140 BPM pour favoriser un pédalage plus fluide et plus régulier, parce que beaucoup d'entre vous roulent trop en force. On vous voit, bande de petits cachotiers. Il faut évidemment essayer de garder une fréquence entre 80 et 100 tours minute, idéalement qui tourne aux alentours de 90 tours minute pour une puissance nominale. Mais là, on s'évade un petit peu du sujet de la musique. Et ensuite, pour la récupération, le retour au calme, la méditation, vous avez tout ce qui est entre 60 et 80 BPM. Si vous voulez créer, vous avez plein de playlists sur Spotify ou Deezer, même sur YouTube, où vous tapez musique 60-80 BPM et vous allez avoir plein d'artistes. Moi, j'aime bien le faire aussi, mettre des playlists aléatoires quand je pars. Ça permet aussi de découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux sons et d'avoir le petit plaisir de l'inconnu dessus directement. Bref, tout ça, c'est bien cool, mais on n'a pas abordé la musique pour se relaxer. C'est pas uniquement pendant l'effort la musique, c'est aussi après, et ça vous permet aussi de faire redescendre votre niveau de cortisol, c'est-à-dire le niveau de stress. Une musique douce vous berce, c'est pour ça qu'on en met généralement aux enfants. Et ça aide à baisser la fréquence cardiaque et ça vous aide à récupérer. Sur votre HRV, du coup, c'est pareil, c'est un petit dopage naturel. Vous allez aider votre HRV. Si vous ne savez pas ce que c'est, on fera peut-être un podcast dessus. Dites-le moi en commentaire. Mais là, c'est beaucoup plus complet comme domaine. Je vais pas y aller. Mais globalement, c'est encore une fois du dopage naturel. Vous allez aider votre corps et votre cœur à baisser son rythme naturellement juste avec de la musique douce. Et si vous couplez par exemple combo ultime de papy de 60 ans qui fonctionne très bien pour les sportifs, une petite tisane avec une musique douce et un petit bouquin, crois-moi que tu vas très bien dormir avec ça, mon petit pote. Si tu t'es fait 100 bornes dans la journée ou 180 bornes dans la journée, tout de suite tu pars. Tu tiens généralement 10 minutes, après tu as lu 3 fois le même paragraphe et tu te dis c'est le moment de partir. Seul problème, tu te réveilles le matin pour aller pisser ta tisane. Mais c'est toujours pas le sujet de la musique. Oh là là, on s'évade beaucoup, je trouve. Vous pouvez aussi en prépa mentale utiliser la musique pour la visualisation. Ça aide énormément. Je vais vous donner 2 exemples qui vont tout de suite vous parler. Vous avez 2 musiques extrêmement connues, et là je ferai une digression sur le trail. Quand vous visualisez que vous préparez l'UTMB ou les Templiers, vous avez 2 musiques. Alors je les ai pas notées parce que je suis pas non plus que bien préparé, ok. Du coup, vous avez 2 musiques qui sont extrêmement reconnues pour les Templiers et l'UTMB.
Et globalement, ces deux musiques-là, si vous faites un exercice de visualisation de l'effort du jour J et de votre passage de l'arche et que vous mettez ces musiques-là, c'est pareil, c'est énorme banger. Vous envoyez un signal fort à votre cerveau de quand tu entends cette musique-là, il va se passer quelque chose de pas agréable, mais tu vas aller au bout et tu vas aller franchir l'arche. Et ça, ton cerveau, il kiffe, c'est du dopage naturel, c'est du doping. On aime ça. Ça, c'est du bon doping et en prépa mentale, c'est juste un énorme banger. Donc, je vous conseille fortement de le faire, mais vous pouvez aussi corréler la musique directement à vos émotions, directement à des souvenirs émotionnels. On a souvent moi j'ai 2-3 musiques qui font appel à des traumas et à des personnes que j'ai perdues et instantanément, dès les premières notes, j'ai des frissons qui me parcourent. J'ai quasiment envie de chialer et ça me touche direct en plein cœur. Et on a tous 2-3 musiques comme ça qui font appel à des souvenirs émotionnels assez forts. L'idée, c'est de les utiliser pour celles qui ont un impact dans le domaine du sport. Vous en avez aussi 2-3 généralement qui ressortent et qui vous rappellent un entraînement, un fractionné, une course qui sont synonymes de plaisir pour vous. Et ça peut aider à raviver une puissance et une détermination que votre cerveau aurait endormi et qui vous permet du coup de booster ça énormément. Mais ce qui reste pour moi, à mon sens, le plus puissant dans tout ça, c'est la musique binaurale. Qu'est-ce que la musique binaurale ? Je trouvais ça important d'en parler. Je remets des guillemets parce que je sais que c'est important. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner par vous-même, à aller chercher et fouiller dessus, à essayer et à tester parce que c'est pareil. La musique binaurale, c'est très particulier. C'est pas vraiment de la musique et pour autant, c'est du son. Qu'est-ce que la musique binaurale et est-ce que ça a un impact et des effets sur la performance sportive ? Disclaimer, aucune étude scientifique sérieuse n'a trouvé de lien, de corrélation dessus, mais énormément de gens ressentent un bienfait et ça les aide. Donc, entre le terrain et la science, est-ce qu'on n'a pas les éléments pour mesurer en science nécessaires ? Est-ce que les gens se leurrent et que c'est un système placebo pour leur cerveau ? Je ne sais pas. Toujours est-il que si vous testez que ça a un effet sur vous, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à tester et à pousser. Ça sera le point d'entrée. Et j'insiste lourdement là-dessus à vraiment tester. Juste aller tester. En gros, la musique binaurale, ça repose sur un principe assez simple. C'est diffuser dans chaque oreille des sons de fréquences qui sont légèrement différentes. Et le but, c'est de créer une illusion auditive qui est appelée battement binaural. Et là, tu te dis, waouh, il en connaît des choses. Il en sait des machins. Et non, j'ai juste préparé cette partie-là. J'ai pas tout préparé, j'ai quand même préparé des petits trucs. Parce que sinon, c'est pas aussi fluide et c'est pas aussi intéressant. Et ce battement binaural, je ne l'avais pas avant. Et je trouve ça assez intéressant. L'objectif, évidemment, c'est de recréer une gamme de fréquences cérébrales qui est créée normalement par votre cerveau. Ça fait 2 fois normalement, tu l'auras relevé. Mais votre cerveau le fait naturellement. Il se met dans certains gammes de fréquences cérébrales quand vous êtes dans différents états. Il y a 5 états globalement. Alors là, merci les Grecs. Vous avez delta, theta, alpha, bêta, gamma. Et là, vous vous dites, il est parti en sucette le coach. Il a fait l'armée. Qu'est-ce que c'est ? Où qu'on va ? Pourquoi il se met à parler grec ? Et non, c'est pas moi qui ai fait les noms. Mais pas du tout. Pas du tout, j'ai pas choisi les noms, j'aurais choisi des trucs vachement plus simples. Mais en gros, vous avez le delta, c'est entre 0,5 et 4 Hz, ça correspond au sommeil profond, à la récupération. Le theta, 4 et 8 Hz, c'est la relaxation, la méditation, la créativité. Alpha, concentration et état de flow. Ça peut être utile sur l'état de flow, on l'aime bien en ultra trail. Mais on l'aimerait bien aussi sur Ironman, mais c'est interdit. Vous avez le bêta, c'est vigilance et prise de décision rapide entre 14 et 30 Hz. Et gamma, c'est 30 Hz ou plus, c'est un pic de performance mentale. Ça, c'est pour être optimal au travail, par exemple. Quand je vous donne les Hertz, c'est vraiment la différence entre votre oreille droite et votre oreille gauche, ce battement binaural. J'essaye d'être clair et de vous rendre ça simple et mâchable, mais c'est évidemment beaucoup plus complexe. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est compliqué à mesurer dans le cerveau et pourquoi il n'y a pas vraiment d'études qui disent oui ou non, c'est bien ou c'est pas bien. Donc bref, cette musique est censée en tout cas influencer l'activité cérébrale en favorisant certains états mentaux et on retrouve les états mentaux en fonction de ce qu'on cherche avec le
delta, theta, alpha, bêta, gamma. Évidemment, vous l'aurez compris, on cherche à recréer cet état mental un petit peu à l'image des 180 BPM sur la musique qu'on essaye d'envoyer pour que la fréquence de la foulée et votre BPM s'alignent avec la musique. C'est exactement pareil. C'est ce qu'on cherche à faire. En gros, votre cerveau, il perçoit de façon qui c'est pas réel. Excusez-moi, c'est pas fluide cette phrase, mais en gros, c'est une fréquence intermédiaire qui n'est pas réelle. La fréquence intermédiaire, c'est qu'en gros, à gauche, tu as 400 Hz, à droite, tu as 410 Hz, par exemple. Ton cerveau, il va percevoir le 10 Hz. Et 10 Hz, on a vu juste avant que ça correspondait entre 8 et 14 à un état de concentration et état de flow. Donc, ton cerveau passe en mode alpha. Et on ne parle pas des mâles alpha, on parle bien du mode alpha de ton cerveau, qui est un mode de concentration et un état de flow. Donc, par exemple, moi, quand je suis en train de faire ma compta, pour éviter de rater des lignes de déclaration fiscale, que c'est relou, que c'est bien relou, que c'est bien chiant, eh ben, je me mets de la musique binaurale en alpha pour être full concentré. Allez écouter, c'est vraiment particulier. Je peux pas vous en mettre sur le podcast, j'ai pas envie de vous en mettre parce que ça ferait fuir la majorité des auditeurs. C'est vraiment particulier, faut aller s'y confronter. Allez écouter, dites-moi si vous connaissiez, si vous utilisez et si derrière je vous ai appris et fait découvrir un truc et que ça a un impact sur vous. Ça m'intéresse surtout de savoir si je suis le seul qui est sensible à ça, si on est deux en France ou si vraiment y a un impact dessus. Et ça me sert quand je bosse, ça me sert quand je fais du sport, même si le sport, j'avoue, je préfère écouter des musiques soit à texte, soit électro. Mais ça me sert aussi sur des parties méditatives. Je l'utilise énormément sur les moments de calme et de relaxation. Et c'est assez puissant. Je suis assez sidéré. J'avoue que je l'utilise en complément de la méthode Wim Hof pour me détendre. Voilà, vous allez tout savoir. Quand je me fais des phases de détente et de relaxation profonde, j'ai besoin de trucs, d'éléments extérieurs. J'arrive pas à débrancher le cerveau. J'arrive pas à juste me poser et me dire « Ok, je suis détendu, relâché ». Je sais pas comment font les gens qui arrivent à se poser et à faire ça. Il me faut des trucs à faire, même quand je me détends. Et du coup, les parades que j'ai trouvées, c'est mettre de la musique avec notamment un son binaural dans les oreilles et faire ce qu'on appelle la méthode Wim Hof, qui n'a plus rien à voir avec le sujet de ce podcast, mais qui est intéressant aussi dans la relaxation, qui est en gros une suite de mouvements respiratoires pour vous emmener dans un état de décontraction. Et en gros, c'est différents rythmes de respiration pour vous détendre. Et le combo des deux, bah c'est pareil, hein, tu peux quasiment être sûr que tu vas faire une sieste derrière ou que tu vas te réveiller ça prend 10 minutes. En 10 minutes, t'es un marshmallow. C'est quasiment garanti. Essaye-moi ça, mon chacal, et dis-moi si tu récupères pas un peu plus vite là-dessus et ce que t'en penses. Mais en gros, non, c'est assez cool et c'est assez banger. Moi, je surkiffe dessus, vous l'aurez compris. C'est pour ça d'ailleurs que j'en fais tout un sujet dessus. Au niveau des effets supposés pour les sportifs, vous allez en avoir plusieurs. On va avoir une amélioration de la concentration et du focus. On l'a vu, quand l'épreuve commence à durer, le focus est dur à maintenir. On commence à faire des erreurs, on commence à s'éparpiller. Et c'est cool avec les alpha ou les bêta de pouvoir augmenter la concentration et de pouvoir rester justement dans le maintien de l'effort sans distraction. On a là-dessus une étude qui date de 2019, je vous la mettrai, je vous source un peu tout et je vous les mettrai dans les descriptions, ceux que ça intéresse à les lire, ceux qui ont la flemme allez pas lire. Là c'est en anglais, donc faut commencer à prendre ton slibard et avoir envie de lire de la science en anglais, mais si ça t'intéresse, c'est quand même hyper intéressant. C'est dans le Journal of Cognitive Enhancement. Là, tu remercies l'accent anglais et les années de pratique des 2 semaines que j'ai passées aux États-Unis quand j'étais jeune, en 2019, et qui a montré que les binauraux en fréquence bêta pouvaient légèrement améliorer la réactivité et l'attention. C'est la seule étude que j'ai trouvée. Je n'ai pas ni les sources de qui a payé ça. Je ne sais pas qui la sort. Enfin, c'est-à-dire, il y a le nom du type, mais on ne connaît pas son vécu. Donc, je le prends toujours avec beaucoup de pincettes là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de truc très sérieux, vraiment poussé, de labo indépendant ou de docteur qui a fait 50 ans de vie là-dedans et sur la musique et sur le cerveau. Mais ça m'intéresserait s'il y en a ou s'il y a des connaissances à vous qui l'ont. Je serais ravi d'en discuter sur un podcast et de l'avoir en invité. S'il y en a qui sont experts là-dedans dans la musique et l'impact de la musique sur le cerveau, ça peut être passionnant de refaire un épisode plus poussé directement
là-dessus. On va avoir une réduction du stress et de l'anxiété pré-compétition, et c'est là que c'est intéressant avec ces bangers. C'est vraiment avec la méditation, c'est le truc le plus. J'utilise beaucoup le mot banger, mais voilà, c'est à la mode. Ça m'a eu. C'est un tic de langage. Désolé pour ceux qui n'aiment pas. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous mettez un son de fréquence θ ou alpha. Ça, vous avez juste à taper son binauraux θ ou alpha. Si vous savez plus si c'est d'état alpha, d'état, vous parlez pas grec et que vous bégayez comme moi à l'instant, eh ben vous allez sur internet et vous retrouvez ça en 2 clics. C'est assez rapide. Vous le mettrez aussi dans la description si vous voulez chercher là-dessus. Mais en gros, ça induit un état de relaxation profonde, ce qui pourrait aider à calmer le stress avant une course et en gros à diminuer la production de cortisol, comme je vous le disais, et de vous détendre. Ça peut aussi améliorer la récupération du sommeil si vous dormez avec des fréquences delta de 0 à 5 Hz, de 0,5 à 4 Hz, qui sont associées au sommeil profond et à la récupération musculaire. En fait, ça vous permet, quand vous êtes stressé, de directement pousser le cerveau dans cette zone-là. Plutôt que s'il est stressé, au lieu d'y être en 1 heure, 1 heure et demie, potentiellement en un quart d'heure, votre cerveau il va se mettre dans ce mode-là. C'est là où c'est assez puissant, et si vous dormez que 6 heures, ça peut vous permettre d'avoir 6 heures vachement plus régénératives si vous n'avez pas le temps que de faire 6 heures où en plus vous avez votre stress, etc. autour, et que c'est compliqué. Et je sais que c'est utilisé par certains athlètes pros qui aiment bien cette méthode-là, mais pareil, à voir dans le temps et à voir pour vous, à tester évidemment pour vous. Il y aurait aussi une augmentation de la tolérance à l'effort, mais alors là, on va dans l'hyper controversé et on est dans les recherches à venir concrètement. Ça a été une hypothèse avancée comme quoi il y aurait une amélioration du temps de course chez ceux qui ont écouté des fréquences alpha ou bêta. Il n'y a pas de résultat, on est sur pour l'instant de la branlette intellectuelle, donc on laisse les chercheurs chercher et on espère qu'ils trouvent pour aller plus loin là-dessus. Au niveau, je vous ai quand même fait un petit texte sur le manque de preuves solides, les limites et controverses qu'on peut trouver là-dessus. En gros, il y a un manque de preuves solides, ça j'ai été très clair là-dessus, me le dites pas en commentaire, ça peut rendre ouf, ça peut rendre dingue de faire la musique binaurale, il y a aucune preuve tangible, où je l'ai répété je pense 10 fois. Si tu l'as pas compris, c'est que tu n'as pas écouté du tout. Donc effectivement, les effets des battements binauraux, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Certaines études montrent des bénéfices cognitifs légers, mais d'autres ne trouvent aucun effet significatif. Ça dépend ce que vous regardez, ce que vous trouvez. Mais là-dessus, je pense que j'ai été clair. Et on ne sait pas encore quel est l'effet placebo, ce que je vous disais au début. Là-dedans, on ne sait pas quel impact a l'effet placebo. Et c'est là où je vous dis, si ça a un effet positif sur vous, mais feu en fait, genre juste tant que ça marche, tant mieux. C'est à un moment, c'est ce qu'on cherche aussi. En deuxième point, il y a un impact limité sur l'endurance et la performance physique brute. Ça peut influencer l'état mental, mais ça ne remplacera jamais une préparation physique solide. C'est un peu comme pour la prépa mentale. Si vous avez la VO2 max d'une 2 chevaux, vous persuadez pas que vous êtes une Ferrari, vous allez juste manger un mur. Là-dessus, on est bien d'accord. Vous, dans la 2 chevaux, vous persuadez de vos compétences de 2 chevaux. Et petit à petit, vous glow up, vous travaillez, vous faites l'entraînement physique qu'il faut. Et petit à petit, la 2 chevaux, elle passe tranquillou en Clio. Et puis après, et potentiellement, à la fin, elle se transformera en Ferrari. Il faudra avoir la prépa mentale à ce moment-là de la Ferrari et pas garder la prépa mentale de la 2 chevaux. J'adore les voitures. Je suis pas si fan de ça, de voitures. Qu'est-ce qu'il dit? Il est fatigué. Il vous fait le podcast. Ça fait 40 minutes qu'il parle sur la musique binaurale et qu'il essaye d'être sérieux. Ça fatigue, ok. Donc évidemment, il y a on vous voit venir les fans de Strava, il y a aucune amélioration directe de la VO2 max, de votre puissance musculaire ou de la capacité cardiovasculaire. Il y a rien là-dessus. C'est sûr, c'est certain. On parle de cerveau, on parle pas de votre biceps. À un moment, votre cuisse elle fournit 300 watts à FTP sur votre vélo. Vous allez rester à 300 watts FTP sur votre vélo. Vous n'allez pas passer à 400 watts parce que vous écoutez Johnny. On est bien d'accord là-dessus. Et ensuite, là, on va dans les méandres, mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines dépendances et pertes d'efficacité. Certains athlètes qui trouvent qu'il y a une utilisation prolongée qui rend moins l'effet perceptible ou une dépendance mentale à ces sons.
Mais si ces sons sont intégrés dans une prépa mentale et que c'est cohérent et que c'est vos points d'accroche mentale, je trouve ça assez ok. Donc il y a un débat là-dessus. En gros, si on récapitule, testez le son binaural, voyez si ça vous plaît, si ça marche sur vous, passez ce step de découverte de ces bizarres comme bruit, à essayer de voir si ça marche et prenez bien le bon son binaural pour la bonne activité. Si vous vous mettez en sommeil profond alors que vous cherchez à faire du vélo, ça va pas aller pour votre cerveau. Vous allez juste le stresser plus qu'autre chose. Donc, on est bon, on peut l'utiliser globalement avant l'entraînement ou la course, pendant l'effort, après l'effort et utiliser les techniques mixtes. Attention, ça ne prendra jamais le pli sur un réel entraînement. En termes des prochaines années, ce que j'attends moi des chercheurs là, c'est qu'ils continuent de bien chercher déjà parce que ils ont des subventions. Il y a une amélioration du focus, de la gestion du stress. Il y a un gros potentiel pour la récupération et le sommeil. Il y a une aide à la concentration pour les sports d'endurance et de longue durée. Moi, ça, c'est ce que je ressens et ce que je vis personnellement pour la concentration. Donc potentiellement ça peut être assez cool à utiliser, mais ce qui reste à prouver c'est l'impact direct sur la performance physique et brute, il n'y en a pas, et l'influence réelle sur la tolérance de la douleur et de la gestion à la fatigue. Est-ce que le son binaural va vous aider là-dessus? Je ne suis pas sûr. C'est juste un outil supplémentaire que je trouvais puissant et dont je voulais vous parler. Et je trouvais ça, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouvais ça intéressant d'ouvrir le débat. En tout cas, moi, je me suis posé la question de pourquoi en ultra trail on a le droit à la musique et pourquoi la musique est interdite sur Ironman. Et du coup, petit clin d'œil de coach, l'Ironman c'est interdit la musique, donc pensez à faire des sorties longues uniquement en votre propre compagnie. Allez borner tout seul. Il faut que vous soyez pas tout le temps, on est d'accord, mais habituez-vous à vous entraîner sans musique. Ça va vous faire du bien. Et ça va vous habituer, c'est un peu comme votre équipement. Si vous l'avez le jour de la course, utilisez-le à l'entraînement. Si vous l'avez pas le jour de la course, ne l'utilisez pas l'entraînement. Donc je sais que je pourrais pas mettre d'écouteurs sur la ligne de départ de mon full Ironman, mais je sais que la musique a joué un rôle dans ma prépa, que ça a été important dans ma prépa et elle m'aura à plein de moments aidé à tenir des séances de seuil, des séances surtout en natation où des fois t'es plus concentré sur Michel qui fait la brasse avec des palmes que sur ta séance, et du coup la musique permet de rester concentré sur sa séance, et c'est ça qui est cool, c'est qu'elle va m'aider là-dessus et j'utilise sur tous les à côté. Mais le plus important là-dessus, et en conclusion, j'ai envie de te dire de trouver ta musique, ton fonctionnement à toi, c'est très personnel, ça t'est propre. Il y en a qui sont fans de podcasts, peut-être que tu es en train d'écouter ce podcast en train de faire du sport et que toi t'aimes bien les podcasts, t'aimes bien apprendre des trucs. J'espère que je t'aurai appris un petit peu, que je t'aurai diverti sur ta sortie un petit moment. N'hésite pas à suivre sur Insta ou sur YouTube, il y a plein d'autres conneries un peu partout. J'essaye de faire au mieux pour partager ma prépa, ma passion, ne pas se prendre la tête, être aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Avec ou sans musique, moi l'apéro je le préfère avec musique, mais là c'est pas le sujet. Et n'hésite pas à me dire au niveau des sons binauraux, vraiment ça m'intéresse dans les commentaires que tu me dises si c'est une découverte, si tu as testé, ce que tu en as pensé derrière et les effets que ça a eu sur toi. Mais n'hésite pas aussi à me dire ce que c'est ta musique et ton rapport avec la musique, si si c'est quelque chose que tu pratiques ou si tu es non-stop sans musique à l'entraînement. Ça peut être pour une simple raison financière de pas avoir d'écouteurs qui t'accompagnent à l'entraînement là-dessus, et ça s'entend pas du tout. Bref, je te laisse checker tous les liens en commentaire si jamais tu veux te lancer sur un triathlon, si jamais tu cherches un coach, si jamais tu veux aller voir ma vidéo YouTube, mes vidéos YouTube ou ma page Insta, si jamais tu veux m'envoyer de la force, peu importe là-dessus. N'oubliez pas de soutenir vos créateurs de contenu. Ça prend du temps de préparer tout ça et c'est fait avec le cœur et avec la passion, mais il faut évidemment soutenir là-dessus. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura appris quelque chose et qu'il aura bien remplacé un morceau de Johnny dans votre playlist. On se retrouve dans un prochain épisode de Triathlon Talk. N'hésite pas à t'abonner, à noter sur toutes les plateformes. Je te dis à la semaine prochaine. À très vite. Ciao et bon courage pour ta prépa. Ciao l'équipe.